bienvenue sur Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce numéro, l'essai de la Dacia Sandero, de la Ford Fiesta, de la Cadillac ATS, de la Kia Sorento et de la Seat Leon. Sur deux roues, nous essaierons la Triumph Street Triple R et la Moto Guzzi California 1400. Nous irons également à la rencontre de l'étonnante Révolution Evo. Notre rubrique verte s'intéressera à la Luménéo Neoma. Notre essai passion fera vibrer le V10 de l'Audi R8. Tout de suite, découvrons la low cost aux grandes ambitions avec la nouvelle Dacia Sandero. Depuis l'arrivée du Duster, puis du Logi permettant à leurs propriétaires de rouler sans attirer les regards moqueurs, les autos pionnières de l'aventure Dacia avaient pris un coup de vieux. Heureusement, la Sandero nous revient aujourd'hui revigorée. Nouveaux équipements et nouvelles motorisations essence 3 cylindres TCE 90 sont au programme. Ce qui ne change pas, c'est son prix, qui débute à 7 900 €. Un prix plancher rendu possible grâce à des astuces de fabrication. Entre la nouvelle Sandero et la nouvelle Logan, on a beaucoup plus de pièces communes que dans les générations précédentes, puisque maintenant, toute la partie avant qui va d'ici jusqu'au milieu de la voiture, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, est complètement commun entre Sandero et Logan. Si maintenant je regarde les pièces communes avec les anciennes générations de voitures de la gamme Dacia, on est très proche sur la partie plateforme de Logi. Et donc on a plus de la moitié des pièces qui sont communes avec Logi. Extérieurement, la Sandero prend à peine un peu de volume. La longueur augmente de 38 mm, la largeur ne prend que 7 mm alors que la hauteur perd pour sa part 16 mm. Tout cela améliore l'aérodynamisme de l'auto. À l'avant, les optiques, les boucliers et la calandre évoluent en douceur pour ne pas trop bouleverser le genre initié par la marque. De profil, on note les jantes de 15 pouces et un dessin simple sur toute la longueur avec juste de discrets galbes sur les passages de roue. L'arrière connaît aussi son lot d'évolution, avec de nouveaux feux plus travaillés et une sortie d'échappement presque dissimulée sur notre modèle essence. L'ouverture du coffre est grande et son volume suffisant au quotidien. On apprécie l'attention portée à sa fermeture avec une large poignée à la préhension parfaite. La présentation intérieure est sobre. On sait à quoi s'attendre et il ne faudra pas chercher ici des plastiques moussés. Bien que rustique, l'ensemble est correctement assemblé et semble construit pour durer. Après quelques kilomètres, on s'habitue à cette planche de bord dépouillée, mais finalement pas désagréable. À bord, l'équipement s'est nettement enrichi avec notamment la direction assistée de série dès le premier niveau de finition. Sont également disponibles le limiteur et le régulateur de vitesse pour l'agrément de conduite. Le système Medianav est également proposé. Il regroupe dans un grand écran tactile de 7 pouces la navigation, la téléphonie et la musique pour laquelle on peut utiliser la connexion USB. Le système n'est pas à la pointe de la technologie, mais tout y est, avec en prime une utilisation simplifiée. L'ergonomie reste cependant le parent pauvre de la Sandero. Les boutons pour activer le limiteur et régulateur de vitesse sont placés tout en bas de la console centrale et sont peu accessibles en conduisant. Ceci jouxte les lève-vitres électriques, tout aussi peu pratiques. On voulait garder les fondamentaux de la Logan, une grande voiture où on peut tenir à 5 adultes avec les bagages à un prix en rupture et à un niveau de fiabilité qui est très reconnu. On voulait corriger certains aspects, principalement le design extérieur, les motorisations, l'acoustique. On voulait offrir plus à nos clients, donc on voulait offrir de nouveaux équipements comme une régulation de vitesse ou une navigation, mais on voulait rester dans la même enveloppe de prix, si bien que la nouvelle Logan ou la nouvelle Sandero sortent au même prix que leurs devancières. Notre Sandero est équipé du nouveau 3 cylindres de 90 chevaux, identique à celui proposé sur la Clio 4. Très souple en ville, ce petit moteur de 900 cm3 se retrouve à la peine dans le relief et sur le réseau secondaire où ses reprises manquent cruellement de vigueur. Il n'est pour l'instant pas équipé du start and stop, essentiellement pour des raisons de coût de production. Une touche éco est toutefois présente.
Elle agit sur la cartographie moteur et sur la réponse à la pression de la pédale d'accélérateur. On remarque par contre la discrétion de la motorisation avec un son estompé. Malheureusement, les bruits aérodynamiques sont eux très présents. Pour une once de vigueur en plus, il ne faut pas hésiter à solliciter la boîte de vitesse qui accroche un peu. Dans les enchaînements, l'amortissement génère un roulis plus important que sur la majorité de la production actuelle. Sur de mauvais revêtements, les suspensions ont tendance à pomper, ce qui peut donner l'impression de sautiller. Le ressenti de conduite n'est pas celui d'une Clio, mais ce n'est pas non plus le même prix. Sur l'ensemble de ses prestations, la Sandero est tout de même convaincante et pertinente pour assurer les déplacements au quotidien sans faillir. Dacia résiste aux sirènes de l'embourgeoisement et cette nouvelle Sandero respecte les fondamentaux de la marque. À savoir une auto qui s'en tient au nécessaire, le fait bien pour un coût réduit. Et à une époque où tout augmente, la Sandero ne change pas de tarif pour ce modèle revu et corrigé. Elle est toujours disponible à partir de 7 900 € en tarif de base et existe avec 3 niveaux de finition pour satisfaire les différentes attentes. Notre premier essai de roue nous fait découvrir la Triumph Street Triple R. Véritable succès commercial pour Triumph, la Street Triple 675 revient en 2013 dans une version soignée aux petits oignons. Plébiscité aussi bien par les débutants que par les motards chevronnés pour son agilité, son dynamisme et sa rigueur, le petit roadster anglais compte bien garder ses atouts. On remarque quelques changements esthétiques, mais les principales évolutions portent sur la réduction du poids et de la consommation. Triumph s'est ainsi attelé à la modification du châssis et de l'échappement. Le double silencieux en haut sous la selle disparaît au profit d'une seule sortie en bas à droite. À lui seul, ce silencieux permet à la nouvelle Street Triple de gagner 3,6 kg et de ramener le centre de gravité vers le bas. Le cadre a été revu, notamment la partie inférieure où vient se fixer le bras oscillant. Cette partie se délaisse de 800 g, le bras oscillant de 600 g et les nouvelles roues avec l'étrier arrière de 1 kg. Au total, la Street Triple 675 perd 1600 g non suspendus et 6 kg en comparaison avec la précédente génération. La Street Triple compte sur son équipement pour se démarquer de la concurrence, avec notamment un ABS déconnectable en option. Le tableau de bord est très complet. 2 parcelles affichent la consommation et la vitesse moyenne, la distance parcourue, l'autonomie restante ou encore le chronomètre. La jauge et l'heure sont visibles en permanence. En option, cet ordinateur de bord peut recevoir l'indicateur de la pression des pneus. Triumph a pensé au logement d'un U sous la selle et à pouvoir ôter les clignotants et le support de plaque en quelques instants avec 3 vis. C'est très pratique pour faire une session sur circuit. La R est spécifiquement équipée d'un lèche-roue, d'un passage de roue, des étriers radio 4 pistons au lieu de 2, ainsi que d'une fourche et d'un amortisseur réglable en précharge, détente et compression. Ceci change un peu l'ergonomie puisque l'angle de chasse est réduit et la hauteur de selle augmente de 20 mm pour passer à 820 mm, soit une hausse de 15 mm par rapport à l'ancienne génération. Notre machine d'essai recevait de nombreux accessoires, comme des mètres-cylindres en alu, un sabot moteur, un saut de vent peu efficace mais esthétiquement réussi, un capot de selle, des clignotants à LED à l'avant et à l'arrière, des tampons de protection et des diabolos pour recevoir une béquille de stand. À la conduite, on retrouve bien entendu la sonorité caractéristique de ce fameux 3 cylindres, notamment à l'ouverture des gaz. Le premier rapport plus long facilite la conduite en ville avec plus de douceur. Les changements de rapport sont toujours vifs et précis. Aucun à-coup ne se fait sentir. À un rythme plus soutenu, ils se montent et se descendent très rapidement avec ou sans l'usage de l'embrayage. Toutefois, en l'absence d'anti-dribble, un petit coup de gaz salvateur est obligatoire en entrée de courbe avant de descendre un rapport sur un freinage appuyé. Hors des villes, il est obligatoire de garder un régime moteur assez élevé pour maintenir l'aiguille du compte-tours au-dessus des 6500 tours par minute, régime à partir duquel le moteur est tout le temps plein et de façon très régulière. On remarque d'ailleurs que les graduations du compte-tours sont plus nombreuses à partir de 6000 tours par minute. En dessous, les reprises ne sont pas aussi vives, même si c'est un 3 cylindres. Notre Street Triple a l'atout de la vivacité avec des passages d'un angle à l'autre rapides, une excellente stabilité sur l'angle et une certaine facilité pour improviser en courbe.
Si elle ne change pas radicalement, cette Street Triple 675R version 2013 se bonifie. À 8 790 € avec des suspensions et un freinage radial tout à fait convaincant, et 8 990 € avec l'ABS, le surcoût face à la version standard se justifie amplement. Efficace et facile, telle est cette triomphe. La nouvelle Fiesta sera-t-elle la reine du bal automobile? Réponse tout de suite dans Terre d'asphalte. Pour 2013, Ford offre à sa Fiesta un restylage. Au programme, nouveaux équipements, nouvelles motorisations et bien sûr quelques changements esthétiques de circonstance. L'évolution est surtout notable sur la face avant. La grille de la calandre remonte vers le haut et occupe un espace assez imposant. Ce style rappelle celui de la Mondeo, dévoilée au dernier mondial de l'auto. Petit à petit, cet avant va se décliner sur l'ensemble de la production Ford. Avec ses longues optiques, qui s'étirent de part et d'autre du capot nervuré, la Fiesta gagne en caractère. L'arrière change peu, puisque seuls les feux évoluent discrètement et le becquet est un peu plus proéminent. Il faudra un œil expert pour différencier les versions lorsque l'on suit une Fiesta dans la circulation. Le profil reste pour sa part inchangé. Mais l'allure dynamique de la Fiesta est encore bien dans l'air du temps et ne demandez sans doute pas plus. À l'intérieur, les changements sont minimes. Tout juste note-t-on des commandes de lève-vitre avancées dans les accoudoirs. Les grandes tailles pourront enfin les utiliser sans se contorsionner. Tout en haut de la console centrale, l'écran du système Sync prend place. L'intégration du GPS n'arrivera pour sa part qu'au premier trimestre 2013, tout comme l'Active City Stop. La nouvelle Fiesta joue cependant la carte de la technologie. Beaucoup d'équipements de technologie, puisque c'est avant tout un restylage majeur où on a beaucoup amélioré le style, affirmé le style de la voiture. On a beaucoup enrichi au niveau de la technologie embarquée avec un système de commande vocale évolué qui s'appelle Sync, qui permet de commander le téléphone, la musique, la lecture des SMS, l'appel d'urgence automatisé qui va alerter les secours en cas d'accident, et ça c'est gratuit. Et puis également un système de freinage assisté en ville, complètement automatisé, qui s'appelle l'Active City Stop, avec ce petit boîtier et sa caméra derrière le tableau de bord, et qui vont vous permettre de vous prévenir les accidents en utilisation urbaine à faible vitesse. Autre équipement nouveau sur la Fiesta, le système de contrôle parental McKay. Il permet de programmer une seconde clé pour prêter son auto à un jeune permis par exemple. On peut brider la vitesse maximale, interdire d'enlever l'ESP ou limiter le volume sonore de l'autoradio. L'autre morceau de choix se situe sous le capot. C'est le moteur Ford qui vient d'arriver, c'est un 3 cylindres suralimenté qui combine, comme c'est le terme chez nous qui veut dire EcoBoost, qui traduit en fait la combinaison de l'injection directe essence, de la distribution variable à l'addition à l'échappement et de la suralimentation. C'est un moteur qui a été élu moteur de l'année, dont on est très très fiers parce que c'est la première fois que Ford gagne le titre. Et c'est également un moteur que nous avons introduit sur Focus, sur C-Max, grand C-Max, et maintenant, après le B-Max, la Fiesta. Ce 1 litre EcoBoost de 125 chevaux Auto Start Stop est associé à une boîte 5 vitesses et affiche ainsi 99 grammes de CO2 au kilomètre. Ce bloc performant sur la Focus, bien plus grande et lourde, ne transforme pas la Fiesta en bombinette. Il privilégie ici la souplesse, garante d'un certain agrément de conduite. L'ensemble est homogène et agréable en ville, tout comme sur le réseau secondaire. On en attendait cependant un peu plus des 125 chevaux affichés. Il faudra tomber un rapport pour se relancer dans le relief. L'association de cet excellent moteur à une boîte 5 réduit les émissions de CO2, accédant ainsi à un bonus de 200 €. Si vous êtes un utilisateur convaincu du diesel, la Fiesta 1,6 litre TDCi de 95 chevaux avec une boîte 5 et l'Auto Start Stop arrivera en décembre 2012 à partir de 16 900 €. Notre Fiesta 1 litre EcoBoost de 125 chevaux affiche pour sa part un prix de 17 050 €. D'une façon générale, la nouvelle Fiesta revoit ses tarifs à la baisse. De quoi la conforter sur le marché européen.
américaine qui s'attaque aux berlines germaniques, c'est le pari que relève la Cadillac ATS. Cadillac. Le nom résonne comme une marque de légende, symbole de luxe à l'américaine. À l'heure où les berlines allemandes s'exportent plus que jamais, avec un succès certain outre-Atlantique, Cadillac riposte avec l'ATS. Ses armes, du style, du chic, du confort. Pari tenu ? L'atout majeur de cette Cadillac, c'est le design. Ne cherchez aucun arrondi dans sa silhouette massive. Les angles, formes trapézoïdales et lignes fuyantes forment un ensemble harmonieux et très distinctif. La calandre avancée et les optiques verticaux légèrement en retrait allongent le capot. Les optiques effilées prolongent les feux du bouclier et s'étirent longuement sur le dessus des ailes en s'affinant. La ligne de caisse portée sur l'avant rehausse la poupe avec ses feux strictement verticaux et son troisième feu stop proéminent sur le petit béquet à l'extrémité du coffre. Un style certes décalé et loin de la sobriété du segment. Mais le dessin américain se marie bien avec les dimensions européennes. Une bien belle allure en somme. Lorsqu'on prend place à bord, l'effet distinctif ne retombe pas. Associant des matériaux agréables, des coloris originaux et un dessin élégant, l'ambiance générale n'a rien à envier au meilleur de la catégorie. L'intérieur est cossu et même high-tech. La console centrale sans bouton est entièrement noire lorsque le moteur est coupé. À la mise en route, tous les boutons tactiles s'illuminent de blanc. L'affichage numérique en 3 parties du tableau de bord peut se personnaliser pour afficher les informations que l'on désire ou l'on veut. Le confort est par contre différent selon la place que l'on occupe. En effet, à l'arrière, la place aux jambes et sous le pavillon manque un peu. On regrette également le coffre affichant un volume de seulement 381 litres. Esthétiquement réussi, l'ATS ne manque pas non plus d'attrait à la conduite. Avec une masse idéalement répartie à 50-50 entre les trains avant et arrière, des suspensions avant multibras à double pivot McPherson et ici un système de suspension active, notre Cadillac se révèle agile et confortable malgré son gabarit. Cette propulsion se place aisément et se montre parfaitement à son aise pour une conduite un peu sportive. Downsizing oblige, point de V6 ou V8 sous le capot, mais un moteur de 4 cylindres turbo de 276 chevaux et 353 Nm de couple sur une large plage de 1700 à 5500 tours minute. Dynamique sur les relances, il n'est par contre pas très discret avec une sonorité se faisant nettement remarquer en phase d'accélération. Dommage d'autant que l'isolation phonique des bruits de roulement et aérodynamique est réussie. La boîte automatique à 6 rapports s'est révélée pour sa part parfaitement fluide et discrète. Avec l'ATS, Cadillac marque son retour sur le vieux continent d'une bien belle façon. Si vous souhaitez rouler dans une voiture luxueuse et au style distinctif, loin de ce que proposent les référents germaniques, elle est faite pour vous. Il faudra cependant faire l'impasse sur une motorisation diesel qui ne sera pas importée avant 2 ans. Luménéo rime avec écolo. Tout de suite, découvrons la voiture électrique made in France. Non, nous ne nous lançons pas dans le test d'un véhicule sans permis. Cette étrange auto est une électrique conçue en France par la société Luménéo que nous présente son fondateur Daniel Moulin. J'ai créé Luménéo avec mon fils en 2006 dans le but de créer des véhicules innovants. Et la première création a été évidemment la Smera. Et puis en 2010, nous avons présenté au Salon de l'Auto de Paris, nous avons présenté le concept car de Neoma. Et 2 ans plus tard, maintenant, nous présentons la voiture définitive. La gamme Luménéo comprend donc à ce jour 2 véhicules. La Smera, qui est encore à l'état de concept, et la Neoma disponible à la vente. Ces 2 autos partagent des pièces communes, mais également un châssis complètement différent. Le châssis de la Smera est un châssis en aluminium. Le châssis de Neoma est un châssis en acier pour bénéficier de l'expertise de l'usine Forestia dans les Vosges, dont l'activité principale est l'acier avec de très bonnes connaissances. Et donc sur ce châssis est montée la carrosserie sous forme de panneaux en composite. Le pourcentage de pièces qui était prévu au départ dans la conception de Neoma, c'était à peu près 70% de pièces communes.
Le développement de Neoma, du fait qu'elle est un peu plus lourde, nous a obligés à renforcer certaines pièces ou faire des choix techniques, comme le châssis en acier par exemple. Du coup, on s'est écarté un petit peu de cet objectif, mais globalement, on est supérieur à 50%. Et l'objectif, c'est de remonter lors de la réindustrialisation de Smera pour la rendre le plus proche en termes techniques de Neoma, d'augmenter ce pourcentage avec l'objectif de 70%. Quand nous avons développé la Smera, nous avions choisi une batterie lithium polymère et nous avons repris ce type de batterie sur la batterie de Neoma et nous avons retenu la société Daokokam avec toute l'expertise qu'il y avait, ce qui nous a permis d'avoir des batteries qui sont garanties 5 ans. La Neoma demande une charge de 4 à 5 heures sur une prise de courant standard. Elle dispose alors d'environ 140 km d'autonomie dans le meilleur des cas. Sa vitesse est également limitée à 110 km/h. Les batteries lithium polymère placées sous le plancher ont obligé à relever les sièges, ce qui donne une position de conduite haute et un peu déroutante, surtout pour les grands gabarits. L'auto pèse 850 kg batterie comprise pour une puissance de 46 chevaux. Ce rapport poids-puissance n'en fait pas un foudre de guerre au démarrage. Mais même si elle nécessite un permis B et peut aller sur autoroute, la Neoma est avant tout une citadine voulant faire le chemin boulot-resto-dodo. Attaquer les courbes n'est pas son domaine de prédilection. On préfère sa direction en ville, où son excellent rayon de braquage permet de se faufiler avec aisance. Reste la grande question, combien cela coûte-t-il ? Alors, il y a plusieurs systèmes de vente de Neoma pour être le plus pratique pour les clients. La première solution, c'est l'achat pur et simple, donc avec un prix qui s'annonce en France à 14 700 € plus la batterie à 11 200, qui fait à peu près 25 000 € la voiture. Il y a une solution de location globale, location longue durée ou location avec option d'achat. Alors, c'est très variable en fonction de l'apport qu'on met au départ ou de la valeur résiduelle. Et puis aussi, on a une solution de batterie, de location de batterie. La Neoma est encore jeune et en plein développement. Luménéo est confiant en son avenir, malgré le démarrage encore modeste du secteur des autos électriques. L'évolution du marché du véhicule électrique se fait un peu plus lentement que ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire qu'on pensait, beaucoup de gens pensaient que ça allait démarrer très vite. On voit que c'est lent. C'est pas tout à fait illogique, c'est une révolution, ça change les habitudes. Il y a le prix aussi qui est un frein. On achète la capacité de rouler pendant des années, on l'achète au départ, donc on paye au départ, donc c'est un peu plus difficile à vendre. Et ça va mettre du temps, mais c'est inexorable. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura des véhicules électriques de plus en plus. Mais le véhicule électrique, c'est inexorable. C'est comme l'environnement. Moi, j'ai travaillé dans l'environnement pendant de nombreuses années. C'était inexorable qu'on s'occuperait de l'environnement parce qu'il n'y a pas le choix. Et le véhicule électrique est la seule réponse pertinente sur la pollution, en ville en particulier. Dans quelques instants, la suite de votre émission avec l'essai de la Seat Leon, du Kia Sorento, de l'Audi R8 V10, de la moto Guzzi California 1400, sans oublier la présentation de la Révolution Evo. Sur le marché des compacts, elle compte s'en tailler une bonne part, c'est la Seat Leon. Après l'Ibiza et la Toledo, Seat poursuit le renouvellement de sa gamme. La troisième génération de la compacte Leon arrive ainsi sur le marché. Terminé le dessin un peu bio de la précédente génération, les angles et arêtes font leurs apparitions sur la carrosserie et sur les optiques pour un surcroît de dynamisme esthétique. À l'avant, la nouvelle calandre élargie de la Leon accueille en son centre le logo Seat, délicatement redessiné. Les arêtes sur le haut des ailes et les nervures du capot convergent toutes vers l'emblème de la marque. Le bouclier a également été revu dans le même esprit. Si vous souhaitez rendre le regard de l'auto plus distinctif,
Les optiques full LED sont disponibles à 1 190 €. Par contre, les phares xénon ne sont pas au catalogue. Les feux diurnes dessinent un triangle, une signature visuelle parfaitement reconnaissable. Cette figure géométrique se retrouve sur les feux arrière de façon un peu plus discrète. La ceinture de caisse se distingue par une arête en deux parties, la seconde soulignant la petite custode qui remonte vers le haillon surmonté d'un discret béquet qui intègre le troisième feu stop. À l'intérieur, le dessin général est sobre. Les ouïes des aérateurs et la console centrale sont cerclés d'une petite touche d'élégance chromée. Le pommeau du changement de vitesse est particulièrement soigné en associant des coloris alu et noir brillant. L'écran tactile de 5 à 5 pouces 8 selon les versions est équipé d'un capteur de proximité. Celui-ci permet à l'approche de la main d'afficher des menus et informations complémentaires. Et pour ranger de petits objets, on trouve un logement à la base de la console et dans l'accoudoir. Si la nouvelle Leon perd 5 cm d'eux en longueur, l'espace à bord a été amélioré avec un empattement plus grand grâce à un train avant avancé de 4 cm. Les assises à l'avant et à l'arrière se révèlent agréables pour des adultes. Côté équipement, la Leon propose désormais en option l'alerte d'assoupissement du conducteur et de franchissement de voie qui intervient sur la direction. Deux vrais plus pour la sécurité. La Leon adopte à son tour la plateforme MQB du groupe Volkswagen. L'augmentation de l'empattement sur ce nouveau châssis lui apporte un ressenti de conduite assez neutre sur les voies rapides et les routes sinueuses de montagne. Allégé de presque 90 kg sur certaines motorisations et finitions, l'auto fait preuve d'un guidage agréable et d'une bonne réactivité dans les enchaînements de virages. Les suspensions s'avèrent toutefois un peu souples, mais globalement, le confort est toujours au rendez-vous. Sur notre finition FR, la Leon est équipée de 4 modes de conduite, à savoir confort, normal, sport et individuel. Il ne modifie pas les caractéristiques de l'amortissement, mais la réponse moteur et la consistance de la direction pour un ressenti plus ou moins résistif selon ses préférences. Le mode confort convient parfaitement à une conduite en ville, alors que le mode sport s'avère pertinent en montagne. Pour le style, une ligne d'éclairage rouge dans les contreportes accompagne ce mode. Très chic la nuit. Équipée du nouveau moteur 2 litres TDI de 150 chevaux, cette Seat se montre particulièrement dynamique pour parcourir le réseau secondaire. Très souple, il reprend assez bas dans les tours, vers 1500 tours minute, et offre suffisamment d'allonge pour ne pas devoir jouer de la boîte de vitesse à outrance. Pour une conduite plus vive, le couple important de 320 Nm offre d'excellentes relances en sortie de virage. La seule ombre au tableau est la sonorité de ce moteur qui peut être assez présente sur certaines phases de conduite, notamment sur les franches accélérations. La nouvelle Seat Leon n'est lancée pour l'heure qu'en version 5 places, la 3 portes arrivera sur le premier semestre 2013 et le break en fin 2013. La gamme débute à 17 730 € avec le 1,6 litre TDI 90. Notre 2 litres TDI 150 en finition FR est disponible à partir de 25 835 €. En route pour le sud, avec l'essai de la Moto Guzzi California 1400. En 1970, Moto Guzzi remporta un appel d'offres de la police de Los Angeles avec une V7 Police. Un an plus tard, la California était lancée en production en 750 cm3 avant de passer au fil des 7 générations à 850, 1000 et 1100. Moto Guzzi lance aujourd'hui une California 1400 qui n'a techniquement plus rien de commun avec ses devancières. Esthétiquement, la nouvelle California se modernise. Le modèle apporte de nouvelles idées en termes de design. L'imposant phare accompagné de 2 projecteurs latéraux inclut pour la première fois des feux de jour à LED. Le tout est surmonté d'un pare-brise de bonne taille, devant un tableau de bord numérique niché au cœur d'un grand contour tout rond. L'afficheur donne accès à toutes les informations et réglages possibles. Le large réservoir de 20,5 litres est surligné par des liserés, se prolongeant jusqu'à l'incontournable selle Biton, associée à la grande poignée passager chromée.
La poupe qui surplombe un imposant pneu de 200 a un dessin presque allégé grâce au feu et clignotant à LED disposés verticalement. De part et d'autre, 2 valises d'une contenance de 35 litres sont présentes de série, mais leur ouverture est trop étroite pour y ranger un casque jet. L'ensemble est souligné par les longs échappements chromés de chaque côté de la machine. On remarque inévitablement les étriers avant radio signés Brembo et les 2 disques de 320 mm comme sur une machine sportive. Au centre de tout ceci trône fièrement l'incontournable V-Twin Quattro Valvolée transversale de 1400 cm3. Pour atteindre cette cylindrée, la course a été augmentée. L'alésage est identique au précédent bloc. Ainsi bodybuildé, il annonce 120 Nm de couple à 2750 tours par minute et 96 chevaux à 6500 tours par minute. Il est dorénavant couplé à une boîte à 6 rapports et non plus 5 comme sur la précédente génération. Le cardan a également été modifié pour encaisser les surplus de performance et être plus discret à l'usage. Le plus surprenant à la mise en route est la disparition du couple de renversement, si caractéristique des Moto Guzzi grâce à une isolation du moteur dans le cadre tubulaire par un système élastique. La machine se bascule d'un angle à l'autre sans trop de résistance malgré ses 322 kg sur la balance. L'empattement, qui a pris 12,5 cm pour atteindre 168,5 cm, apporte une certaine stabilité en courbe rapide. Du coup, la garde au sol pourtant très correcte dans la catégorie s'avère limitée. Les tampons en plastique sous les repose-pieds touchent rapidement et ne laissent que peu de marge avant que le support ne le fasse à son tour. L'amortissement s'avère agréable et le freinage équipé de l'ABS particulièrement convaincant et efficace à l'avant grâce aux nouveaux étriers radio. Le frein arrière manque de mordant pour un custom et oblige à changer ses habitudes pour cruiser et freiner efficacement. Les 3 modes de conduite qu'on sélectionne depuis le guidon droit, même en roulant, changent assez nettement la réponse du moteur, à l'ouverture comme à la fermeture des gaz. Le mode Fast permet d'accélérer plus vivement et d'avoir plus de frein moteur lorsqu'on relâche la poignée. Le touring est plus onctueux, surtout lorsqu'on coupe les gaz, avec une plus grande inertie qui permet de maintenir une allure régulière. Le V-Twin de la California est vif et coupleux. Le nouveau couple offre de bonnes reprises et une certaine allonge pour cruiser comme bon nous semble, sans trop devoir manipuler la boîte. Il faudra toutefois veiller à ne pas descendre sous les 2500 tours par minute, où il cogne un peu, et éviter de trop rester dans les tours pour tenter de réduire sa consommation. Cette Moto Guzzi California 1400 s'avère donc particulièrement convaincante. Les fans de la marque seront sans doute surpris par les nombreuses évolutions, mais force est de constater que ce toureur figure parmi les plus agréables et faciles à la conduite. Cette California 1400 est arrivée fin novembre au tarif de 19 350 €, sa sœur custom le sera à 17 000 € au premier trimestre 2013. La marque coréenne présente l'évolution de son SUV, le Kia Sorento. Kia lance sa 3e génération de Sorento, un SUV 4 roues motrices et 7 places, équipé de nouvelles motorisations essence et diesel. Esthétiquement, le nouveau Sorento possède toujours un dessin assez massif avec des boucliers imposants. À l'avant, le logo Kia trouve sa place au cœur de la calandre et non au-dessus, à l'inverse des autres modèles de la marque. Les larges optiques s'étirent de part et d'autre alors que les anti-brouillards sont placés verticalement. Ce principe d'agencement est repris sur l'arrière avec des feux qui viennent souligner la lunette. La ceinture de caisse est légèrement sur l'avant pour mettre l'accent sur le nouveau dynamisme de l'auto. Les barres de toit accentuent le style baroudeur dessiné par Kia. L'accès à bord a été légèrement amélioré avec un seuil abaissé d'1 centimètre. Une fois en place, les passagers profitent de plus d'espace grâce à un plancher plus bas de 3 cm pour le rang 2 et de 9 mm pour le rang 3.
Le volume de chargement varie de 258 à 2052 litres selon la disposition des sièges, tous indépendants. Le rang 3 profite d'une aération qui lui est propre pour le confort des occupants. Les sièges de rang 2 peuvent être chauffants et devant, c'est presque le grand luxe avec des sièges chauffants et ventilés. Le conducteur bénéficie des efforts faits par la marque pour monter en gamme ces derniers mois sans atteindre le niveau des compacts et berlines récentes. Le levier de sélection de la boîte automatique manque de modernité dans son dessin. La console centrale n'est pas révolutionnaire mais l'ensemble reste clair et fonctionnel. Le grand écran de 7 pouces offre une parfaite lisibilité et accessibilité aux informations de navigation ou musicales. Notre modèle d'essai est équipé d'un bloc diesel 2,2 litres CRDI de 197 chevaux et 436 Nm de couple avec une boîte automatique à 6 rapports. La consommation ainsi que les émissions de CO2 sont annoncées en baisse sur ce bloc retravaillé grâce à quelques modifications concernant la recirculation des gaz d'échappement. À la conduite, le Sorento se montre dynamique avec une motorisation réactive et une boîte de vitesse assez discrète mais un peu lente. Le roulis s'avère de toutes les façons assez présent sur les routes montagneuses. Dès que l'on quitte les routes enlacées, le nouveau châssis plus léger et surtout plus rigide offre un confort de bonne qualité. Le Sorento 4 roues motrices permet de forcer équitablement la répartition du couple entre le train avant et arrière. Cette répartition à 50-50 est autorisée jusqu'à 40 km/h. Au-delà de cette vitesse, la voiture gère seule cet aspect. En conditions d'adhérence normale, le couple est à 100% sur l'avant comme sur une berline classique. Le Sorento offre d'autres équipements d'aide à la conduite comme l'alerte d'angle mort, l'alerte de franchissement involontaire de voie ou l'aide au stationnement semi-automatique. Le Sorento occupe une place à part dans la gamme Kia. Pas aussi soigné que les récentes berlines, il est cependant bien supérieur en tout point à la précédente génération. Son style allégé mais toujours un peu baroudeur le rend attrayant. Toute la famille devrait apprécier son accueil. Le nouveau Sorento 2,2 litres est disponible à partir de 41 590 € en boîte manuelle et 43 090 € en boîte automatique. OVNI de la route à 3 roues, c'est la révolution Evo à découvrir sans attendre. En général, lorsque l'on croise un engin typique, celui-ci vient d'Angleterre, qui est la patrie des artisans automobiles aux rêves plus ou moins loufoques. Si le véhicule que nous découvrons aujourd'hui a eu des origines britanniques, c'est tout de même en France que son aventure s'est développée. « 50% moto, 50% auto, 100% passion », faisons connaissance avec son créateur et designer Tony Lafaille. C'est une révolution Evo, donc un modèle de 2010. Ce modèle donc est équipé d'un 1000 G6R de 165 chevaux, donc qui développe une puissance suffisante pour emmener l'auto jusqu'à 260 km/h en vitesse de pointe, une accélération du 0 à 100 en 3 secondes 6. Donc c'est quand même des performances qui sont, je dirais, proches d'une Porsche 911 GT3, donc avec un poids qui est contenu avec une carrosserie en fibre de verre. Donc c'est un engin qui est très très léger. Donc j'ai eu des petits coups de main pour des postes bien spécifiques comme le soudage du châssis, mais sinon en partie c'est moi qui ai conçu et réalisé l'auto. L'auto est commercialisée et donc elle est immatriculable. Pour l'instant il y a une auto en France qui circule et 4 en Angleterre, dont 2 en construction encore. À bord, la première sensation est d'être dans une vraie monoplace. L'espace y est limité, on s'y trouve étriqué et la position de conduite assez allongée se trouve très près du sol. Les pilotes apprécieront. Une fois installé, avec ses commandes au volant, son harnais 4 points, le siège baquet et le pédalier de course, la révolution nous transporte dans un univers de course. Première enclenchée, l'engin se met en mouvement avec facilité. La prise en main est plus simple qu'il n'y paraît au premier abord et seule la vue doit s'habituer à rouler si près du sol. Les commandes sont assez fermes et vous emmènent rapidement dans un univers typé course. Le bruit envoûtant est bien présent,
renforce, si besoin était, le fait d'utiliser un engin sportif et donne de suite l'envie de voir si le châssis va suivre cette belle mélodie. Rappelons que l'avant est une partie carénée sur un châssis tubulaire venant s'accoupler à l'emplacement d'origine de la fourche dont l'arrière de la moto a été conservé. On oublie assez vite que seule une roue arrière propulse l'engin. La tenue de route est impeccable et nous incite à hausser le ton à chaque virage et chaque freinage. L'engin reste sain. Les roues avant très directionnelles ne sont pas prises en défaut. En freinage appuyé, l'ensemble reste stable. Plus amusant et plus stable qu'un Can-Am Spyder, la Révolution Evo vous mettra un large sourire sous le casque. Le véhicule procure un vrai plaisir de rouler, agréable et peu commun. Le ticket d'entrée pour une version prête à l'emploi est de 18 500 € pour la version piste et 22 000 € pour la version homologuée. Il ne vous restera alors qu'à prendre la route au volant de ce véhicule un peu fou et attachant. R8 et V10, que demander de plus? Une Audi R8 V10 Plus dont nous prenons le volant immédiatement. Depuis 2007, Audi joue dans la cour de Porsche, Ferrari, Lamborghini avec sa supercar R8. L'auto nous revient aujourd'hui dans une version évoluée avec la R8 V10 Plus. Pour son cru 2012, les évolutions esthétiques de l'auto restent limitées. Certains aimeraient plus d'audace, mais reconnaissons que la ligne originale est bien née. La R8 a encore de beaux jours devant elle pour faire tourner les têtes. Cette version voit donc de discrètes retouches essentiellement dans ses optiques, avec entre autres des blocs full LED et une animation inédite du clignotant arrière. Pour le reste, l'auto reste un savant mélange de lignes sobres et d'appendices exubérants qui donnent envie de passer au volant. Le carbone est l'ami de l'Audi R8 V10 Plus. Du berceau moteur jusqu'à l'intérieur, il est omniprésent et contribue à la chasse au kilo que mènent les autos sportives. À bord, il côtoie donc les sièges en cuir. Le confort est total et on se croirait presque dans une berline. Avec son coffre correct et sa position de conduite que l'on aimerait même abaisser encore un peu, on se sent dans une voiture du quotidien. Cependant, le compteur gradué jusqu'à 350 dit le contraire. Il ne reste plus qu'à mettre le contact. L'Audi R8 V10 Plus est une chasseuse. Elle chasse le surpoids en s'allégeant de 50 kg et elle rattrape ses proies grâce à 25 chevaux de plus. Sur routes ouvertes, on ne peut que toucher du doigt ses performances. On se rend compte par contre de sa facilité de prise en main, car si elle offre un caractère moins typé qu'un SLS, son efficacité n'en est pas moins redoutable. Le châssis enchaîne les virages en lacets sans broncher. Il ne sera pas besoin d'être un expert pour rester collé à la route en toutes circonstances. Les freins céramiques de ce modèle permettent un freinage puissant et facile à doser. Mais malgré l'endurance de ceux-ci, on notera qu'enchaîner trop longuement des virages sans les laisser respirer finit par les fatiguer. Dans ce cas, une pause s'impose. À l'arrêt derrière le volant, vous aurez alors le spectacle de l'auto sous son aspect bestial, tant elle s'est dissipée de la chaleur par toute sa carrosserie. Tout bonnement jouissif. Pour sa part, la nouvelle boîte S-Tronic 7 rapports à double embrayage est juste une réussite totale. Les vitesses s'enchaînent à la perfection. Alors en termes de comportement, cette Audi est particulièrement incisive. C'est quelque chose qu'on apprécie vraiment sur ce type de supercar, notamment ici, sur ces petites routes italiennes, dans le pays de Ferrari. Au-delà du comportement routier, on a surtout derrière nous là, un gros V10 qui crache très très fort, bien dans le haut d'ailleurs. Alors ceci est associé à une boîte de vitesse, une à double embrayage, avec des passages de rapport rapides comme l'éclair. Alors véritablement, on n'a plus qu'à se concentrer que sur la route. Et c'est véritablement un moment assez proche du parfait. Nous sommes cependant un peu à l'étroit sur nos routes. Notre R8 réclame de l'asphalte digne de son rang. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette livrée rouge cache la même auto, désormais prête à affronter le circuit de Misano en Italie.
Car si on peut apprécier légalement une supercar au quotidien, lui offrir un tour de piste lui fera du bien. Et à vous aussi. Sur la piste de Misano, nous pouvons savourer toute la puissance de cette Audi R8 V10+. Accélérateur à fond, les 550 chevaux abattent le 0 à 100 en 3 secondes 6. En ligne droite, le V10 s'exprime pleinement à partir de 8500 tours pour frôler les 320 km/h en vitesse maximum. Nous nous contenterons d'atteindre les 220 km/h en bout de la courte ligne droite. Placé juste derrière nous, le moteur chante pour ravir les amateurs de mécanique, avec un son très rauque au fur et à mesure de l'accélération. Le système Quattro assure une tenue de route exceptionnelle et cale bien la voiture dans les virages. Même les débutants se sentiront pousser des ailes de Vettel en herbe. Tout conducteur normalement constitué aura la banane au volant de l'auto. Mais trêve de discussion. Vous avez envie d'entendre le V10 s'exprimer et nous allons vous satisfaire en concluant l'émission par un tour de piste. Vous seul et la voiture, c'est maintenant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Terre d'Asphalte.